Salut tout le monde! Pour faire suite à la vidéo que j'ai publiée récemment sur mon aventure sur le Tour du Mont-Blanc que j'ai fait en septembre dernier, je vais donc faire un retour rapide sur mon Tour du Mont-Blanc. Je vais aborder différents sujets d'intérêt pour vous aider à planifier et à préparer votre propre Tour du Mont-Blanc. Je vais aborder des sujets tels que les ressources que j'ai utilisées pour planifier mon tour. Ensuite, je vais parler de logistique, le transport, les réservations, où camper, la facilité de trouver de la nourriture ou bien de l'eau sur le parcours. On va aborder rapidement l'équipement, l'entraînement que j'ai fait au préalable. Et ensuite, on va parler de budget. Quel genre de budget faut-il prévoir pour faire un tour du Mont-Blanc semblable au mien? À travers les différents sujets, je vais répondre aux questions que les gens m'ont laissées sur mes supports numériques, ma page Facebook, mon compte Instagram et aussi mon compte YouTube. Donc, un beau programme à l'horizon et c'est parti! Je me présente Jonathan, alias Joe Explore sur les réseaux sociaux. Je suis un passionné de plein air, de randonnée et un passionné de création de contenu sur le plein air. Sur ma chaîne, vous trouverez différentes vidéos de mes aventures, mais également des évaluations de produits et des conseils sur la randonnée. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire maintenant. Pour débuter, je vais faire un retour rapide sur le Tour du Mont-Blanc. Ça va vous aider à bien situer les informations que je vais donner dans le contexte de mon aventure sur le Tour du Mont-Blanc au moment que je l'ai fait et comment je l'ai fait aussi. Comme vous avez pu remarquer dans ma vidéo, j'ai pas fait le Tour du Mont-Blanc seul. Je l'ai fait avec Anthony, donc un partenaire de randonnée de longue date, avec qui j'ai fait, par exemple, 2 semaines dédiées à la randonnée dans l'Ouest américain. J'ai fait également plusieurs randonnées dans les Adirondacks aux États-Unis. On provient tous les deux du Canada, du Québec. On a fait notre Tour du Mont-Blanc au début de septembre. Pour être plus précis, on a commencé le 4 septembre, on a terminé notre tour le 14. Donc, on a fait un 10 jours et 9 nuits pour faire le tour du Mont-Blanc. Bien sûr, on a pris une journée avant à Lyon pour arriver. Ensuite, on a pris un 3 jours après à Chamonix et une nuit de plus à Lyon pour revenir au Canada. On a fait le tour dans le sens anti-horaire. Donc ça, c'est le sens le plus populaire. La plupart des gens le font dans le sens anti-horaire. Je vais mettre le découpage de notre aventure à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir sur les 10 jours comment ça se découpe. Remarquerez qu'on a fait 2 variantes. Donc le premier jour, on a pris le col de Tricot. Et le 3e jour, on a pris le col des Fours. Vraiment, les cols des variantes, c'est des chemins alternatifs qui nous amènent plus haut dans la montagne avec des vues superbes. Donc vraiment un bon choix à ce côté-là. Comme vous avez pu remarquer, on a fait notre tour du Mont-Blanc en bivouac et en camping. Donc, on voulait pas se casser la tête avec les réservations. Donc, c'est beaucoup plus flexible de cette manière-là. En termes de température, au début de septembre, comme ça, on était vraiment chanceux. On a eu une température quasiment parfaite. Donc, on a eu seulement de la pluie, je pense, une soirée pendant qu'on était rendu dans notre tente. Donc, température quasiment parfaite. Un peu frais le matin qu'on se lève, mais après ça, ça réchauffe dans la journée. De température, le début de septembre, je dirais, là, c'est vraiment un bon moment. Ensuite, si j'ai aimé le Tour du Mont-Blanc, bien sûr, j'ai aimé, c'était formidable comme expérience. On a des paysages à couper le souffle tout le long du Tour du Mont-Blanc. On passe à travers 3 pays, donc il y a des cultures différentes, des émotions qu'on vit. Si on monte un col puis on met beaucoup d'efforts à monter le col, qu'on arrive en haut, c'est vraiment merveilleux comme sensation. Ou si on voit, par exemple, l'eau descendre des glaciers puis qu'on met les pieds dans l'eau glacée, c'est beaucoup de belles émotions qu'on vit. Ensuite, la partie gastronomie, on mange différentes nourritures qu'on est peut-être un peu moins habitué de manger, étant donné qu'on vient du Canada. On rencontre des gens intéressants, des gens qui viennent de partout dans le monde. Sur le Tour du Mont-Blanc, là, c'est vraiment des gens de partout dans le monde, différentes langues, différentes cultures. Donc, on apprend beaucoup à discuter avec les gens. Donc, une expérience formidable que je recommande à tout le monde. En passant, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le Tour du Mont-Blanc, je vous invite à le faire maintenant ou bien à la suite de cette vidéo-là. Je vous invite à me laisser des commentaires ensuite après le visionnement. Ou bien si vous avez des questions, si à la fin de cette vidéo-ci, vous avez toujours des questions, il y a des questions que je n'ai pas répondues, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Maintenant que la mise en contexte est faite, on passe maintenant au sujet pour vous aider à planifier et préparer votre propre Tour du Mont-Blanc. Quelles ressources as-tu utilisées pour planifier et préparer ton Tour du Mont-Blanc? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, hein. Puis j'ai remarqué que la plupart des gens qui vont faire le Tour du Mont-Blanc s'achètent un livre. Et je comprends pourquoi. J'ai fait l'achat de ce livre-là ici. OK, ça c'est le livre, c'est un livre en anglais. Ici au Canada, j'ai pas pu me procurer le topo guide pour le Tour du Mont-Blanc. Donc c'est celui-ci qui était disponible ici au Canada. Donc c'est un livre de Andrew McCluggage. Donc, c'est vraiment un bon livre, là. Ça contient à peu près tout ce que tu as besoin de savoir pour faire ton Tour du Mont-Blanc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la première page, tu as une carte. Sur cette carte-là, elle est divisée en différentes parties. Puis dans le guide,
C'est vraiment bien organisé la façon que c'est fait dans le guide. On va parler vraiment de chacune de ces parties-là. On va avoir de l'information sur le nombre de kilomètres, dénivelé. On va avoir des informations sur les refuges, sur les villages qu'on va rencontrer. Il y a des cartes pour chacune des parties, des cartes de dénivelé également. Donc, il y a beaucoup d'informations. C'est une mine d'informations qu'on trouve dans les livres comme ça. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Je vous invite à en procurer un aussi. Je pense que c'est une très bonne façon de se préparer pour le tour du Mont-Blanc. Si vous voulez savoir, moi, je ne l'ai pas apporté pendant mon tour. J'avais, juste au cas où, j'avais pris des photos des différentes pages. Mais pendant mon tour, j'ai pas eu besoin de consulter le livre en tant que tel. Je suis quand même assez bien balisé sur le tour du Mont-Blanc. Si on connaît où on s'en va, si on sait le village qu'on s'en va ou bien le prochain refuge, c'est facile de se diriger sur le tour du Mont-Blanc. Mais pour la préparation, vraiment, ça part de toute la logistique et tout dans ce livre-là. C'est une mine d'informations. Puis la plupart des livres parlent également de ce même genre de sujet-là. Donc, le livre est une ressource très importante pour le tour du Mont-Blanc. En termes de recherche sur le tour du Mont-Blanc, bon, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé des blogs. J'ai allé sur YouTube, j'ai écouté un nombre incroyable de vidéos. Plusieurs de ces vidéos-là montrent la beauté du Tour du Mont-Blanc. Donc ça, on le sait, c'est beau, le Tour du Mont-Blanc, il n'y a aucune question de ce côté-là. Par contre, il y a aussi des vidéos qui donnent l'information comme celui que je suis en train de faire ici pour aider à planifier et préparer cette... donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai entre autres tombé sur la chaîne que j'écoute régulièrement, le Trek Cœur, avec donc qui a fait le Tour du Mont-Blanc. Lui, il l'a fait en 5 jours. Donc, on peut voir ses vidéos sur YouTube. Puis, il a également fait des vidéos, je pense, avant son Tour du Mont-Blanc et à la suite du Mont-Blanc. Donc, des vidéos qui fournissent un grand nombre d'informations. Donc, c'est ce genre de vidéos-là que j'ai consulté pour me préparer et planifier mon Tour du Mont-Blanc. J'ai fait également un tour sur le site web de Mon Tour du Mont-Blanc. C'est un site web d'information, mais également, moi, j'ai pas eu besoin de réserver des refuges, mais c'est le site web qu'il faut aller pour faire des réservations des refuges. Mais sur le même site web, il y a des cartes. Il y a également des informations pertinentes pour le Tour du Mont-Blanc. Donc, c'est un site web important. Moi, j'ai consulté beaucoup Google Maps, Google Earth, pour voir un peu comment se diriger un peu sur le Tour du Mont-Blanc. Particulièrement, j'ai recherché l'information, comment on part sur le Tour du Mont-Blanc. Je sais qu'on part de l'Arche à Les Ouches, mais je savais pas exactement où on se dirigeait à partir de l'Arche. J'ai vu des gens partir de différentes sections dans les vidéos que je voyais. Puis je ressentais que c'était pas vraiment la bonne façon de le faire. Fait que j'ai recherché rapidement, j'ai utilisé Google Street, je me suis promené, puis j'ai découvert que finalement, pour partir sur le Tour du Mont-Blanc, on part, oui, de l'Arche, on continue sur la route pendant un bon bout de temps, peut-être un 5 à 10 minutes de marche certain, on passe en dessous d'un viaduc, et rendu au grand balcon, ça monte dans la montagne, et c'est là que ça monte, c'est là vraiment que ça part, qu'on commence les premiers pas vraiment sur la montagne. Donc maintenant, vous savez comment faire les premiers pas sur le Tour du Mont-Blanc. Moi, je voulais être certain de bien partir, fait que j'ai fait cette recherche-là. Mais Google, pendant le tour, c'est vraiment une ressource aussi intéressante. On peut se situer à partir de Google Maps, l'endroit où on est physiquement. Donc, ça nous aide. J'ai également utilisé l'application AllTrail, une application comme d'autres qui existent là, sur le marché, une application sur ton mobile. Moi, j'avais acheté la version Pro pour 1 an, donc j'ai pu télécharger les cartes du Tour du Mont-Blanc sur mon téléphone. J'ai utilisé à quelques reprises, mais comme je disais, c'est bien balisé, donc j'ai pas eu besoin vraiment d'utiliser une application pour se diriger sur le Tour du Mont-Blanc. Donc ça, c'est pas mal les différentes ressources que j'ai utilisées pour préparer et planifier mon Tour du Mont-Blanc. Bien sûr, j'ai utilisé des sites web là, pour les réservations, on en parlait tantôt, pour le transport, l'avion, etc. Mais pour rechercher de l'information et me diriger sur le Tour du Mont-Blanc, c'est les ressources que j'ai utilisées. J'ajouterai également des liens pertinents dans la description de la vidéo pour vous aider. Maintenant, qu'est-ce qu'une journée typique sur le TMB? Ben, une journée typique sur le TMB, pour quelqu'un qui fait le Tour du Mont-Blanc comme moi en 10 jours, on parle un peu moins de 20 km de randonnée par jour, 17 à 20 km par jour de randonnée. Ça, c'est la moyenne. Il y a des journées plus courtes et des journées plus longues. On parle de 1000 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de dénivelé négatif par jour en moyenne. Il y a des journées où on se tape vraiment plus de dénivelé positif ou de dénivelé négatif, mais en moyenne, environ 1000 mètres de dénivelé positif et négatif. Ça fait beaucoup de mètres. On se lève généralement vers 6h, 6h30 le matin, ramasse notre tente, on déjeune avant de partir, on prend un bon café. Et vers 7h30, 8h, on décolle sur le sentier. Normalement, on prend une pause quand on passe à côté des refuges, on s'achète un café ou un Coca-Cola, un 7-Up. Ensuite, on arrive sur l'heure du midi, souvent on essaie de manger quelque chose, une assiette de charcuterie, fromage dans les refuges ou un sandwich. Ensuite, on continue, on marche. Dans l'après-midi, on prend des pauses où on a des belles vues.
pour arriver en fin de journée absolument vers 18h, 19h, ça, ou bien un peu plus tôt dans la journée, mais je te dirais c'est entre 16h et 19h qu'on arrive le soir. Rendu là, ben, on installe notre tente, puis on essaie de voir si on peut aller manger dans les refuges, si on est près d'un refuge, ou bien dans une auberge. Et si on peut pas, ben, on se fait manger avec ce qu'on a apporté comme nourriture. Ben, on aime bien aller manger dans les refuges parce qu'on a accès à de la bière, du vin et de la nourriture pour faire le plein. Donc, puis après ça, pendant la soirée, ben, ça nous donne l'occasion de jaser avec d'autres randonneurs. Normalement, on va se coucher vers 20h30, 21h le soir, des fois 21h30. Faut savoir que dans les refuges, par exemple, je suis allé manger au col du Bonhomme et pas le col du Bonhomme, mais au refuge Helena, et on a vraiment fermé le refuge. Là. Tous les gens étaient rendus dans leur chambre, puis à 9h, ils voulaient qu'on sorte là, du refuge. Donc, il faut savoir que tout ça passe tôt. C'est pas des couches-tard sur le tour du Mont-Blanc. Dans une journée typique, on passe au moins à côté d'un refuge ou d'un village, ou les deux, ou même plus qu'un refuge par jour. Donc, ça va quand même, c'est bien. On n'est pas si éloigné ça de la civilisation. Les gens vont poser comme question, est-ce que c'est bien difficile le tour du Mont-Blanc? C'est quoi sa difficulté? Le tour du Mont-Blanc, ben, on le sait, c'est 170 km de randonnée, 10 000 mètres de dénivelé positif, 10 000 mètres de dénivelé négatif. Ça passe à travers les cols et les vallées. Quand on parle de cols, ben, on sait que ça veut dire que ça monte. Et 1000 mètres de dénivelé par jour, 1000 mètres, c'est beaucoup, là. Tant que t'es pas sur la montée, tu t'attends pas à que ça monte autant que ça. Donc, 1000 mètres, on peut dire que c'est des sentiers difficiles. Je dirais pas extrêmement difficiles. Difficiles par la longueur des journées, la longueur des montées et des descentes. Ces sentiers, par contre, pas très techniques. Là. On parle pas d'escalade ou des choses comme ça. C'est vraiment un sentier là, pour niveau technique, vraiment, je dirais, assez facile ou intermédiaire techniquement. Là. Mais en termes d'efforts qu'il faut mettre pour monter, c'est plus difficile. Il y a des endroits où c'est plus abrupt ou des endroits qu'on passe proche des ravins. Donc, si on a peur des ravins et des choses comme ça, souvent il y a des chaînes pour t'aider, mais on passe quand même près d'endroits qui sont assez hauts. Il y a même une section qui a des échelles, ça fait peur quand même à certaines personnes qui sont peut-être moins habituées ou qui ont peur de hauteur. Dans mon cas, moi j'étais assez habitué, j'ai monté souvent sur des tours à feu, une vingtaine de mètres de haut, j'ai fait plusieurs échelles dans les Adirondacks, donc moi, la section des échelles, ça me stressait pas. En fait, j'étais excité à faire cette section-là. C'est vraiment une section que j'ai vraiment aimée. En termes de difficulté, il est possible de faire un tour de Mont-Blanc de façon différente de moi et Anthony, c'est-à-dire de le faire pas nécessairement en bivouac ou en camping. À ce moment-là, on n'a pas besoin de traîner un sac d'une trentaine de livres sur le dos. On peut le faire en réservant des refuges et aller de refuge en refuge avec un petit sac. Moins pesant que le sac qu'on a pour faire du bivouac et du camping. Il y a même des services qui transportent les bagages d'un refuge à l'autre, donc en utilisant des agences ou autres. Donc, pour faire le tour du Mont-Blanc, c'est accessible à bon grand nombre de personnes et on peut le faire en différents jours. Moi, nous, on le fait en 10 jours et 9 nuits. Des gens qui le font en 4 jours, 5 jours, 7 jours, 11 jours, 12 jours. Donc, on adapte le nombre de jours selon l'expérience qu'on veut avoir. En termes de journée la plus dure, je crois que c'était la journée 2. On est parti du refuge de Miage sur la variante de col de Tricot. On s'est rendu jusqu'au col du Croix du Bonhomme. Donc, on parle beaucoup de dénivelé positif et également, je pense, plus d'une vingtaine de kilomètres de randonnée. C'était difficile également parce qu'on avait encore le décalage horaire, à gérer le décalage horaire, à s'acclimater à l'élévation. Puis la veille aussi, en bivouac, quand je dors comme ça le premier soir, je dors jamais bien. Donc, j'avais passé une nuit pas très reposante. En termes de kilométrage, par contre, notre journée la plus longue a été plutôt celle à partir du refuge Helena jusqu'à Champellac. C'est une journée de plus de 30 km. C'est la seule journée où j'ai pris des ibuprofènes sur le sentier. Donc, plus de 30 km à marcher, c'est dur pour les pieds. Il est aussi possible de faire son tour du Mont-Blanc de façon différente, c'est-à-dire on peut utiliser des services de transport entre les différentes destinations, on peut utiliser des télésièges pour nous aider s'il y en a qui ont des problèmes de genoux, etc. Donc, c'est possible de faire des demi-tours du Mont-Blanc, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de faire le tour du Mont-Blanc en entier, c'est possible d'aller faire, de vivre l'expérience autrement. Donc, après parler de la difficulté, quel est le genre d'entraînement que j'ai fait au préalable pour aller m'attaquer autour du Mont-Blanc. Donc, j'ai pas fait un gros entraînement vraiment très, très formel. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, j'ai besoin de faire beaucoup des kilomètres du dénivelé. Donc, je me suis assuré de longtemps à l'avance de faire vraiment des marches à chaque jour. J'ai fait des marches le matin, le soir.
Les fins de semaine, j'en profitais pour aller faire des randonnées ou que j'allais chercher du dénivelé. Donc ça, je pense que c'est important de faire ce genre de travail-là pour se préparer. Peu de temps avant de partir sur le Tour du Mont-Blanc, j'ai commencé à traîner mon sac à dos, là, en tranquillement augmentant le poids pour m'assurer que je suis habitué de traîner un sac à dos avec le poids avec lequel je suis parti sur le Tour du Mont-Blanc. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique pour s'habituer à notre Tour du Mont-Blanc. J'ai également fait des squats. Je suis pas un gars qui fait des squats souvent, mais j'ai dit je vais faire travailler mes jambes un peu avant. Je savais qu'il y avait beaucoup de dénivelé, fait que ça, c'est une bonne façon de se préparer. Honnêtement, j'ai pas fait autant de préparation que j'aurais voulu au niveau physique, mais j'ai eu quand même une superbe expérience. Je pense que le plus qu'on est préparé physiquement, ben le plus facile ça va être, fait qu'il y a plus de chances de bien profiter du Tour du Mont-Blanc. Sinon, ben, on va forcer un peu plus, ça va être un peu plus difficile de se voir en arrivant, on va avoir plus exténué et plus fatigué. Mettez quelque chose, faites la marche régulièrement, rachetez du dénivelé là-dedans, montez des marches, trouvez une façon de faire du dénivelé, puis ça va bien aller. Maintenant, abordons la partie logistique. Je vais commencer par la partie transport. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir la meilleure façon pour se rendre finalement aux Ouches au départ du Tour du Mont-Blanc. La plupart des endroits que j'ai trouvés où on recommande ou on publicise d'arriver à Genève. Genève, c'est environ 1h30 de Chamonix et des Ouches. Par contre, les billets d'avion pour aller à Genève, c'était vraiment dispendieux. Fait qu'en continuant les recherches, en poussant les recherches, j'ai réussi à voir qu'à partir de Lyon, c'est à peine 3 heures des Ouches et de Chamonix. Et les billets d'avion étaient à moitié du prix de celui de Genève. Donc, j'ai décidé de partir de Lyon, c'est-à-dire d'aller prendre l'avion jusqu'à Lyon et ensuite prendre l'autobus jusqu'à Chamonix, à la gare sud. Donc, c'est quelque chose à considérer. Hein. Si on pense, on sauve vraiment la moitié du prix de l'avion. Tantôt, dans la partie budget, vous allez voir comment ça coûte pour l'avion, pour quelqu'un qui arrive comme ça du Canada. On a fait également, pendant cette journée-là, on est allé chercher notre canne de isobutane qu'on n'avait pas pu monter, pas pu transporter avec nous dans l'avion. Ben non, ça passe pas d'avion. Il faut savoir aussi dans l'avion, ben, il y a des choses comme les électroniques, ça doit être avec nous dans la cabine et mon sac était enregistré. Donc, il y a des choses qu'on peut pas transporter dans la cabine, il y a des choses qu'on peut pas transporter dans la soute. Tout un casse-tête. Je vous invite à aller voir les sites web là, des aéroports et des agences de voyage. C'était à Chamonix-Sud, pas très loin du centre-ville de Chamonix. Et donc, à partir de là, on est allé reprendre le petit déjeuner avec d'autres Québécois qui commençaient le Tour du Mont-Blanc le lendemain. Et ensuite, on a pris une navette de peut-être une vingtaine de minutes qui se rend aux Ouches. Et à partir des Ouches, ben, c'est là que le départ se fait. Continuons donc sur la logistique. On va parler de réservations. Pour moi, j'ai fait des réservations surtout pour avant le Tour du Mont-Blanc et après mon Tour du Mont-Blanc, en plus de faire une réservation pour un hôtel à Courmayeur. Je l'ai fait la journée d'avant avec mon mobile. Pour les campings, est-ce que j'ai besoin de faire des réservations? Non, j'ai pas senti le besoin de faire des réservations pour les campings. On parle des campings, surtout, c'est sûr, en Suisse. Je suis arrivé là, puis j'avais eu de la place. J'ai pas senti qu'on aurait pu manquer de place. Mais là, on parle qu'on était au début de septembre. Si on y va dans le milieu d'été, en août, en juillet, peut-être que c'est différent. Mais en septembre, j'ai pas senti de problème là, à arriver sur place là, sans réservation pour les campings. Continuons donc sur la logistique, on va savoir où camper. Donc, sur le Tour du Mont-Blanc, à part la journée qu'on a fait en hôtel à Courmayeur, on a fait soit du bivouac ou du camping. En termes de bivouac, il y a des lieux un peu partout en France. Entre autres, il y a des lieux autorisés, comme celui à côté du refuge de Miage. On a réussi à coucher aussi à côté du refuge du Col du Bonhomme. La partie la plus dure, je dirais, en bivouac, c'est la partie en Italie, également la partie en Suisse. Les règlements disent qu'en France, on peut à peu près faire du bivouac un peu partout. C'est important de respecter un peu les heures. Là. Ils veulent pas que les gens s'installent trop tôt ou qu'ils restent trop longtemps installés. Ils veulent pas que les gens s'installent non plus en camping pendant des semaines. Donc, le règlement, c'est tu installes ta tente à la tombée de la nuit ou en fin de journée et tu l'enlèves avant, au début de la journée. Donc, avec ça, ça va quand même assez bien. En France, il y a pas, je pense pas, il y a de problème au niveau du bivouac. En Italie, c'est là que ça se gâte, là, la partie entre le col de la Seine puis la Courmayeur. Il n'y a pas vraiment d'endroit propice ou légal pour faire du bivouac. Il y a des campings pas loin de Courmayeur, mais pour aller au camping, il faut vraiment sortir du Tour du Mont-Blanc. Je pense à l'intersection ou la cabane du Cobal. Ça prenait, je pense, au moins un minimum d'1 heure pour se rendre au camping. Et en faisant ça, on ratait, selon moi, là, on ratait la plus belle partie du Tour du Mont-Blanc.
Donc, en Italie, c'est interdit de faire du bivouac en bas de 2500 mètres. En Suisse, c'est interdit de faire du bivouac, en théorie. Camping, c'est surtout en Suisse que j'ai pris des campings. En fait, chaque, je dirais, village en Suisse qu'on passe, il y a un beau camping, au moins un camping. Donc, il n'y a pas de difficulté à trouver l'endroit où dormir en Suisse. Comme je disais, le défi est plus en Italie. En France également, ça va assez bien. Le bivouac est pas mal autorisé partout. Bivouac, belle façon de faire. C'est fun de se lever avec des vues surprenantes. Vous irez voir dans ma vidéo, j'ai vraiment des beaux endroits où j'ai fait du bivouac. Et les campings, c'est plus une partie sociale. Puis on est plus équipé aussi. Il y a des douches dans les campings. Tu peux recharger tes batteries. Pour cette partie-là, tu peux te laver, etc., etc. C'est différent, camping, bivouac et l'hôtel, mais c'est fun de faire Pour moi, j'étais bien content d'avoir fait un peu les trois. Bivouac, camping et également l'hôtel à Courmayeur. Bon, en tant qu'aborder le sujet des campings, des hôtels, bon, les gens m'ont posé, OK, comment tu te laves sur le Tour du Mont-Blanc? Comment tu laves ton linge, etc. Donc, les premiers jours, ça a été vraiment plus se laver à la main. On n'a pas vraiment lavé notre linge, mais au jour 4, on était à Courmayeur. On a pris un hôtel. Donc, à partir de l'hôtel, là, tu as la douche. Hein, tu peux laver. J'ai lavé mon linge aussi dans la salle de bain. J'ai fait sécher ça. Donc, au jour 4, c'est là vraiment qu'on a fait un clean-up. Mais, tu sais, on se promène la journée longue, tu fais de la randonnée. Même si t'es propre à la première minute le matin, 2 heures après, tu suis ta vie en montant un col. Donc, on fait ce qu'on peut, puis qu'on arrive dans un endroit qui est propice, on se lave, puis on lave notre linge. On peut également se laver et laver notre linge dans les campings. C'était le cas en Suisse, comme je disais tantôt. Donc, sont bien installés pour ça. Il y a des douches, il y a l'endroit pour laver notre linge dans l'évier, etc. Il y a même des endroits que tu peux t'installer là, pour faire bouillir de l'eau, manger, etc. dans les campings. C'est quand même bien installé. C'est une coche au-dessus du bivouac sauvage en termes de confort. Effectivement, on n'a peut-être pas les vues qu'on a en bivouac, par contre. Hein. Lors de mon avant-première, lorsque j'ai sorti la vidéo sur mon tour du Mont-Blanc, on m'a posé la question est-ce que TNB, c'est une autoroute? Les gens ont tendance à dire que c'est une autoroute. Qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je crois que ça peut être le cas dans certaines périodes de l'année. En septembre, j'ai trouvé que c'était juste correct. Je ne voudrais pas faire le tour avec personne alentour. Donc, moi, j'aime beaucoup la partie sociale, jaser avec les gens, surtout que les gens viennent un peu partout dans le monde. Donc, en septembre, j'ai trouvé que c'était bien dosé. Les gens, on rencontrait des gens de temps en autre sur le Tour du Mont-Blanc. On avait pas très souvent besoin d'attendre après des gens ou d'avoir trop de gens pour quelque chose dans les refuges ou autres. Je trouvais que c'était juste une bonne quantité de gens. Il y a en Suisse, je pense que c'était un samedi où il y avait, étant donné que c'est un samedi, c'est la fin de semaine, il y avait des gros groupes de marche. Donc on a fallu attendre, soit être patient en arrière de groupes de marche en montant en Suisse, des groupes de marche qui allaient juste un petit peu moins vite que nous. Donc, puis c'est difficile de passer des gens quand il y en a peut-être 10 de suite qui marchent. Donc, il a fallu accélérer le pas, mais on va accélérer en montant, c'est essoufflant. Donc, non, c'est toute une expérience. On a rencontré plus de gens également, je dirais, au col de Bam, là, en arrière du refuge que là. La vue est merveilleuse sur le Mont-Blanc à ce moment-là. Donc, les gens ont resté longtemps à cet endroit-là parce que c'était pas mal un des endroits qu'on voyait mieux, le Mont-Blanc. Avec la vue à couper de souffle, là, les gens étaient impressionnés, fait que les gens en profitaient pour rester là, manger. Mais pas de problème du côté de la foule en septembre. C'est quand même relatif, hein, s'il y a des gens qui auraient vu le même nombre de personnes que moi, peut-être qu'ils auraient été un peu moins confortables. Mais pour mon niveau de confort, je trouvais que septembre, c'était parfait. Je peux comprendre que pendant les vacances d'été, j'imagine que ça devient beaucoup plus occupé. J'imagine pour planter sa tente dans les endroits comme les campings, j'imagine qu'il faut se prendre plus d'avance, arriver plus tôt dans la journée. OK, maintenant, rapidement, comment qu'on paye là, les biens et services sur le Tour du Mont-Blanc? Nous, on vient du Canada, donc j'avais été chercher des euros avant de partir. Donc, sur le Tour du Mont-Blanc, c'est quand même assez fréquent qu'on peut payer avec une carte de crédit ou bien ils demandent à certains endroits de payer cash. Donc, par exemple, au col de la Croix-du-Bonhomme, on fallait payer notre dîner en cash. Donc, faut vraiment avoir, nous, des euros, mais ça va bien avec une carte de crédit. En Suisse, j'ai pas eu besoin de payer avec l'argent de la Suisse. J'ai payé en euros ou bien avec ma carte de crédit. Donc, c'est possible de faire le tour sans avoir nécessairement d'argent autre que celle d'euros. En termes de cellulaire, moi, j'étais allé chercher ici au Canada un forfait donné.
Donc, ça me permettait en Europe, entre autres en France, en Suisse, puis en Italie, de pouvoir avoir des données sur mon cellulaire. Avec ces données-là, ben, j'avais accès au web, j'avais accès aux applications, j'avais accès aussi à faire des appels à travers des applications là, numériques. J'ai pas eu besoin vraiment de faire d'appel parce que j'avais pas de réservation. J'ai fait une réservation en ligne pour mon hôtel à Courmayeur, donc j'ai pas parlé à personne, j'ai pas eu besoin de parler à personne. Tous les gens sur le Tour du Mont-Blanc ont un cellulaire, donc s'il y a quelque chose, puis ça fonctionne pas avec les parties digitales, je crois que c'est assez facile de trouver quelqu'un là pour pouvoir t'aider. Les gens sont gentils, fait que j'aurais pas de problème que les gens puissent faire un appel là, ou on puisse emprunter un téléphone, faire un appel. Fait que ce côté-là, bien sûr, si on est capable d'avoir des équipements là, de sécurité par satellite ou qu'on a ça, ben, on peut les apporter, mais moi, j'ai pas senti de besoin. Il y a quand même c'est assez populaire autour du Mont-Blanc, il y a des gens un peu partout. Si on veut faire des choses peut-être un peu plus à l'écart des gens, des variantes particulières qui sont moins populaires, peut-être que là, il faut s'équiper autrement, s'assurer qu'on a des connexions, que ça se connecte bien avec notre cellulaire pour pouvoir faire des appels d'urgence. Avec mon cellulaire, ça a bien été. J'ai tout filmé, pour ceux qui se posent la question, j'ai tout filmé avec mon iPhone 11 Pro. Les gens m'ont posé quand même plusieurs questions de ce côté-là. Quel genre d'appareil de photographie, de photos que tu prends pour prendre tes photos, pour filmer, tout ça. Fait que j'avais mon iPhone 11 Pro à ce moment-là. Maintenant, je suis rendu avec iPhone 14. Je filme présentement avec mon iPhone 14 Pro. Donc, je suis quand même assez habitué de filmer, donc les séquences, tout ça. Mais la qualité en tant que telle, le film a été produit en 1080p, les gens qui se posent comme la question. OK, maintenant, on va parler de la facilité de se trouver de la nourriture sur le tour du Mont-Blanc et de l'eau également. Donc, moi, j'avais apporté vraiment environ 3 jours de nourriture avec moi. Je n'ai pas eu besoin tant que ça. J'aurais pu faire autrement, d'emporter un peu moins. Il y a quand même de la nourriture un peu partout sur le tour du Mont-Blanc. On croise des refuges assez souvent. On a des villages également. Dans les plus grands villages ou les plus grandes villes, on parle de Contamine-Montjoie, par exemple. On peut parler de Courmayeur, La Foulie, Champexlac et d'autres comme ça. On peut se ravitailler. Donc, il est possible de faire des achats dans ces villages-là. Donc, on n'a pas besoin nécessairement à moins qu'on tient à apporter de la nourriture, d'être plus autonome, ben, on n'a pas besoin vraiment de le faire. Je suis parti avec 3 jours. J'aurais pu partir avec 2 jours. J'aime bien avoir mes gruaux le matin, donc j'aurais peut-être apporté des gruaux, pas nécessairement la même nourriture au Canada qu'en Europe, donc des fois il y a des choses qu'on aime, qu'on retrouve pas nécessairement, mais il y a des choses différentes, donc ça permet d'essayer des nouvelles choses en termes de nourriture. Mais c'est pas un problème au niveau de nourriture, même on aurait pu participer peut-être avec un repas lyophilisé pour le soir en backup, puis se trouver de la nourriture un peu partout le midi, le matin. Donc, c'est possible de faire avec un minimum de nourriture, en tout cas au moins au début de septembre. À partir du milieu de septembre, je pense que les refuges commencent à fermer, là, ça serait plus difficile, il faudrait être plus autonome. Mais c'est quand même bien d'apporter un peu de backup si jamais on trouve pas d'endroit pour manger. Le matin, souvent aussi, c'est le fun de manger tôt le matin, d'apporter du café. Donc, j'avais du café pour tous mes jours du Mont-Blanc, j'avais certainement pas manqué de café. J'avais aussi des collations pour un grand nombre de jours. Mais on va voir, plus tard, je vais faire une vidéo juste particulièrement sur le contenu de mon sac à dos, puis on va parler plus en profondeur sur la partie nourriture, ce que j'ai mangé, ce que j'ai aimé manger, ce que j'ai pas eu besoin, ce qui me restait à la fin. On pourra aborder ce sujet-là en profondeur. C'est possible d'aller manger le soir dans les refuges. C'est possible de faire une réservation qu'on arrive tout près du refuge, de faire une réservation. Ils vendent de la bière, du vin. Ils vendent pas 10 sortes de bière, pas 10 sortes de vin non plus, mais c'est en venant après une grosse journée de travail, de randonnée et d'effort, ça fait du bien de prendre une bonne bière à la fin de la journée, c'est vraiment apprécié. Du vin également, un bon repas également. Donc c'est possible de le faire assez souvent. Par contre, sachez que si le refuge est complet, comme c'est arrivé nous à Helena, bon, on n'a pas pu manger ce que les gens ont mangé dans le refuge parce que c'était plein. Par contre, le responsable là-bas était vraiment gentil. Il nous a apporté pendant qu'on passait la soirée dans le refuge comme ça, j'avais demandé de voir s'il pouvait faire une assiette de charcuterie ou de fromage. Il dit pas nécessairement, mais plus tard dans la soirée, il y a quelqu'un qui est venu m'apporter un plat de pâtes à moi et Anthony. Tout à fait gratuit comme ça. Fait que le responsable, le cuisinier, finalement, nous a envoyé un plat de pâtes gratuitement. Le même cuisinier, le lendemain,
il est sorti dehors avec un plateau puis des expressos. Il nous a donné des expressos, vraiment un bel accueil. On n'a pas couché au refuge, mais on a été accueillis vraiment bien par le responsable là, du refuge. Puis on a passé une belle soirée, en tout cas, dans ce refuge-là, avec des gens de partout, là, des Français et d'autres personnes d'autres nationalités. C'est vraiment une belle soirée. Donc, c'est possible de manger comme ça. En termes de ravitaillement, on peut faire des ravitaillements, comme je disais tantôt, dans les plus grandes villes. Donc, pas de problème de ce côté-là. En termes pour l'eau, moi, j'avais apporté avec moi mon filtre à l'eau, qui est un Sour Squeeze, qui est assez rapide. Donc, j'ai filtré mon eau partout. Sachez qu'il y a de l'eau à peu près partout sur le tour du Mont-Blanc, sauf peut-être une section dans le coin de Flégère, où que c'est moins, on en croise moins souvent. Donc, juste penser après Flégère pour se rendre un peu plus loin que Flégère, commence à avoir moins d'eau. Fait que portez-vous plus d'eau dans ce coin-là. Portez-vous un filtre. Moi, j'ai filtré toute mon eau partout, sauf quand que je mangeais dans les refuges. Je pense à ça, je pense à la même eau dans les refuges, fait que j'aurais peut-être dû aussi filtrer dans les refuges mon eau que je prends. Mais juste pour pas prendre de chance, vous savez, ceux qui ont regardé ma vidéo, que j'ai été malade à la fin de mon tour du Mont-Blanc, je sais pas si c'était causé par l'eau, ça a été causé par la nourriture, par un virus quelconque, donc j'ai été malade. Donc je dirais juste, prenez pas de chance, filtrez l'eau. L'eau est pas seulement disponible là, dans les fontaines, dans les villages et les refuges, on croise des ruisseaux un peu partout. L'eau, tu peux voir l'eau descendre des glaciers, là, c'est vraiment incroyable, l'eau est froide et bonne. Donc, pas de problème du côté de l'eau, on s'apporte un filtre, on s'emporte, moi je transportais rarement plus qu'1 litre avec moi parce qu'on croise tellement souvent de l'eau que pas nécessaire de traîner 3-4 litres d'eau. Ok, maintenant parlons rapidement d'équipement parce que j'ai l'intention de faire une vidéo complète sur mon équipement, ce que j'ai apporté sur mon tour du Mont-Blanc, les choix que j'ai dû faire là, pour sauver sur le poids, ce qui a bien été avec mon équipement, ce qui n'a pas bien été. On va parler aussi plus en profondeur là, de la partie nourriture, là, le poids de la nourriture que j'ai apporté, ce que j'aurais pu faire autrement. Donc, ce qui est important avec l'équipement, c'est de se familiariser avec celui-ci. Donc, si on achète des nouvelles composantes dans notre équipement, c'est d'y aller et de l'essayer avant d'arriver sur le tour du Mont-Blanc. Il faut bien comprendre ses besoins, d'amener seulement ce qu'on a besoin et non des au cas où, parce que ça pèse beaucoup des au cas où. Puis quand on fait 170 km, beaucoup de dénivelé, ben, chaque livre ou kilo ou partie de kilo est importante. Donc, moi, je suis parti avec un sac qui pesait environ 32 livres avec 1 litre d'eau, donc environ 14,5 kilos. Dès le départ, à partir de l'aéroport, j'ai compris que Anthony avait apporté autant de nourriture que moi, donc on a fait j'ai donné la nourriture peut-être un peu plus, donc j'ai équilibré un peu le poids, j'ai baissé mon poids de sac, puis lui, ça lui a donné la nourriture pour le tour du Mont-Blanc. Donc, c'est important de bien réfléchir à nos besoins et s'assurer d'avoir le sac le moins pesant possible, mais sans qu'il manque rien au niveau, par exemple, de l'aspect de sécurité. Donc, je vais parler plus en profondeur de la partie équipement là, dans une prochaine vidéo. OK, maintenant, on est rendu à la partie budget, une partie qui est vraiment importante. Les gens se posent la question comment ça coûte faire un tour du Mont-Blanc. Donc, dans mon tour, moi, le budget que j'ai, il faut bien encore se remettre dans le contexte. J'ai fait le tour en bivouac et en camping. On est 2 personnes, donc les coûts, on peut diviser les coûts, par exemple, qu'on s'en va dans les hôtels. Quand je vais parler de budget, je vais exclure là, les choses qu'on doit acheter, par exemple, en termes de matériel, si on doit le faire. Je vais assumer que les gens ont pour l'instant l'équipement. Donc, sur les montants que je vais donner, si vous manque des pièces d'équipement, ben, il faut racheter ces montants-là là, à votre budget. Le budget que je vais vous donner là, c'est le budget pour le tour du Mont-Blanc, plus la journée avant mon tour du Mont-Blanc, donc celle à Lyon, l'hôtel, puis également les 3 jours que j'ai fait suite à les 3 jours à Chamonix que j'ai passé après mon tour du Mont-Blanc et la nuit également qu'on a passé à Lyon par la suite. Donc, je vais donner un budget total sur ça, puis vous pourrez enlever, si vous pensez coucher moins de journées, par exemple à Chamonix, etc., vous pourrez diminuer le budget pour faire une idée de que ça va vous coûter pour vous, pour faire votre tour du Mont-Blanc. Donc, en termes d'avion, nous, on part de Montréal, puis on s'est rendu à Lyon. Puis on est retourné aussi à partir de Lyon jusqu'à Montréal. Donc, en termes d'avion, si je considère le prix du billet d'assurance puis les bagages, parce que maintenant, il faut payer pour les bagages, ça nous a coûté chacun 957 $ pour ça, cette partie d'avion-là. Ensuite, je vais parler de transport, donc tout ce qui est la partie le petit train de l'aéroport de Lyon jusqu'au centre-ville. Ensuite, l'autobus jusqu'à Chamonix et aller-retour. Ça nous a coûté environ 71 $ pour cette partie-là. On a resté 6 soirs dans les hôtels, donc ça nous a coûté 430
35 $ chaque. Donc, bien sûr, ça veut dire environ en hôtel de près de 900 $ là, à deux. Donc, à moitié prix de ça, 935 $. On est resté 2 soirs en camping. Là, j'ai estimé, parce qu'on avait pris la nourriture sur la facture, donc j'ai estimé que ça donnait environ 45 $ là, chaque pour le prix de camping. 30 $, un peu plus de 30 $ d'un camping de Rocaille. Puis ensuite, on a couché à côté de l'auberge Bohème en Suisse également. Puis ça a coûté un certain montant, mais c'est vu qu'on mangeait à l'auberge Bohème en même temps, je ne me souviens plus exactement le prix que ça va coûter pour le camping versus le repas. Donc, j'ai fait un estimé de ce côté-là. Maintenant, la partie nourriture et boissons, c'est la partie qui vraiment coûte le plus cher une fois que tu es rendu sur place. Et il faut savoir que moi et Anthony, on s'est pas privé, donc on avait à notre menu, on avait le soir qu'on était proche d'un refuge, on allait chercher une bière, du vin, on mangeait là sur place. Le midi, si on passait à côté d'un refuge, ben on mangeait des sandwichs, on mangeait de la charcuterie, du fromage, on arrêtait de prendre des pauses dans les refuges, Coca-Cola, 7-Up, etc. Donc on s'est vraiment pas privé au niveau de notre tour du Mont-Blanc, donc c'est la partie qui a coûté, je dirais, le plus cher. Ça revient environ à 675 par personne. De ce côté-là, je pense qu'il y a vraiment façon de faire que ça nous coûte vraiment moins en apportant notre propre nourriture ou en faisant des choix un peu plus économes. Mais faut penser aussi que si on arrêtait la maison, ben, ça aurait coûté quoi quand même manger. Donc on peut faire quand même, penser que ça revient un petit peu moins cher que ça en tout. Donc si j'accumule tout ça, ça nous donne, on avait prévu 2000, je dirais, comme budget. J'ai l'impression que ça me coûtait plus alentour de 2200 et 2200 $ canadiens à 2200 à 2500 $ canadiens. Je vais mettre encore une fois, je vais mettre en euros à l'écran, l'équivalent en euros. Je crois qu'on aurait pu le faire en bas du 2000 $ si en étant un peu plus consciencieux là, au niveau de la nourriture, des achats qu'on a fait un peu partout dans les refuges et dans les villages. Je trouve quand même intéressant qu'on peut faire le tour du Mont-Blanc là, avec un budget quand même. Si on décide d'aller dans le sud à partir du Canada, par exemple, de Cuba ou au Mexique, ça va nous coûter au moins 2000 $ que ça coûte là, mais on n'aura pas le même genre d'expérience. On passe 2 semaines dans les montagnes à faire ce qu'on aime. Donc, je pense que le budget est quand même, c'est un budget raisonnable. Et ensuite, si on est déjà en Europe, puis qu'on n'a pas besoin de payer le billet d'avion, qu'on a besoin un billet de train, par exemple, on peut vraiment d'y aller vraiment avec un budget très abordable pour faire le tour du Mont-Blanc, surtout en bivouac et en camping. Maintenant, je vais juste répondre à des questions en rafale, là, des petites questions. J'ai mes notes ici à côté. Là. Rapidement, les questions que j'ai eues. Qui est Anthony, ton fils? Non, Anthony, c'est un de mes amis. Oui, il a peut-être la moitié de mon âge, mais quand même, on aime beaucoup la randonnée tous les deux. On est passionnés de la randonnée. Donc, avec Anthony, ça va bien faire de la randonnée. On s'apprécie beaucoup. Pas de problème avec le manque d'air. Non, j'ai pas en tout cas senti. Je pense que les premières journées, sûrement que ça m'a affecté, mais sur le coup, j'avais pas compris que ça m'affectait. Les gens me disaient t'as l'air essoufflé des fois dans la vidéo. J'avais vraiment pas compris, mais effectivement, on m'entend respirer. Pourtant, ça montait pas tant que ça quand j'ai filmé ces séquences-là. Donc peut-être que l'air, j'en ai manqué un petit peu. Il en manquait peut-être avec l'acclimatation vraiment à l'altitude. On dit bouffe italienne ou bouffe française. De mon côté, j'ai adoré la partie ma soirée là, à Courmayeur. C'est sûr qu'après 4 jours dans la nature, on est arrivé à Courmayeur, on s'est payé des cocktails. J'ai vraiment apprécié la partie la partie piétonnière de Courmayeur. On a arrêté, pris une bouteille de vin rosé. On a eu vraiment des entrées gratuites qu'ils nous avaient données là, pour manger avec ça. Après ça, on est allé manger une bonne pizza. On a pris un verre du vin rouge, on était assis à côté d'autres randonneurs, on a une belle soirée à discuter avec des gens là-bas. Donc la partie, je penserais italien cette soirée-là, mais aussi la fondue au fromage qu'on a mangé à Champest-Lac. C'était vraiment bien avec un vin blanc, en bonne compagnie avec Mathias, l'ami qu'on s'est fait sur le trajet. Ça a été vraiment une belle partie. Ici, on dit ta bière, elle devait être appréciée en fin de journée. Et oui, ma bière est appréciée en fin de journée. Des fois, on rêvait à ça dans la journée qu'on montait, puis il faisait chaud en montant. On pensait à la bière qu'on était pour prendre en arrivant. Puis non, il faut aussi trouver des motivations. La bière, c'est sûr que tu as toujours le décor qui est merveilleux. La bière, c'est vraiment super en fin de journée. Quelqu'un me disait, faisais-tu si chaud que ça, même à 2500 mètres? On a eu vraiment des journées chaudes dans le milieu d'après-midi, là, je dirais. Même à 2500 mètres, ça pouvait, par endroits, être quand même assez chaud. Pas tout le temps, là, mais on a eu quand même assez chaud, mais pas trop chaud. Juste parfait. C'était bien d'avoir une différence
Le matin, c'était frais. Des fois, on arrivait l'après-midi, c'était plus chaud. Donc, c'était bien cette différence-là de température, ça faisait du bien. Est-ce que tu as eu, Joe, des problèmes musculaires en fin de journée? Tes mollets ont tenu le coup? Oui, j'ai eu des fatigues, là, vraiment d'énergie, parce qu'on travaille fort monter hein, ces cols-là. Fait que j'arrivais à la fin de la journée avec des vraiment fatigués. Là. Les mollets, oui, ils ont bien tenu le coup quand même, de ce côté-là. Le corps s'adapte, c'est incroyable. Au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, j'ai eu vraiment pas eu de problème, je te dirais, physique en tant que tel. Bien sûr, j'ai fini mon tour avec quelque chose comme un virus ou des choses comme ça, mais je pense pas que c'était une question de préparation physique. Je sais pas exactement ce qui est arrivé. C'est pour ça que je pensais que c'était un virus, parce que en termes d'énergie, je mangeais quand même assez bien. Je m'abreuvais, je pense, assez bien. J'ai peut-être eu un coup de soleil ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais au côté de mes mollets, ils ont bien tenu le coup. Problème musculaire, non, pas vraiment de problème musculaire, sauf peut-être la journée, comme je disais que j'ai fait un 30 km, j'avais eu mal aux pieds un peu. 30 km, c'est pas dans mes habitudes. C'était magnifique. Effectivement, c'était magnifique sur le Tour du Mont-Blanc, vraiment génial. Puis on parle encore d'échelles et des échelles excitantes. Je vous recommande. Si vous n'avez pas trop peur des hauteurs, allez-y, prenez la partie des échelles. Excellent. Vraiment le fun. Donc, les informations qu'elle vous a données dans la vidéo, ben encore une fois, il faut la mettre en contexte. Hein. Si on le fait au milieu de l'été, au mois d'août, etc., ça peut peut-être être différent. Les réponses que vous donnez sont peut-être pas vraies dans le milieu de juin versus août versus juillet. Donc, moi, c'est au début de septembre que j'ai fait. Donc, c'est important de se rappeler ça et mettre toutes les réponses que j'ai données, les informations dans ce contexte-là. Si les informations que je vous ai données, mon but, c'était de vous aider à planifier et à préparer votre Tour du Mont-Blanc. Si j'ai réussi, vous avez eu de la valeur vraiment dans cette vidéo, je vous invite à me laisser un like. Je vous invite également à me laisser des commentaires, des rétroactions face à cette vidéo-là. Si les questions que j'ai pas répondues, vraiment, n'hésitez pas à me les laisser. Si je vois que j'en ai plusieurs, peut-être je vais faire une partie 2 à cette vidéo-là. Je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure. Allez-y. Sortez, planifiez, osez, aller faire le Tour du Mont-Blanc ou d'autres randonnées semblables comme ça ailleurs dans le monde. À bientôt!